Les prix de détail n'ont augmenté que de 0,9% au mois de novembre. Nous vous préciserons pourquoi et vous entendrez l'opinion de M. Jean-Pierre Fourcade. Liévin, demain matin, obsèques officielles, en présence de messieurs Chirac, Dornano et Ségard. 11 familles des victimes ont fait procéder à des funérailles privées. Les ministres égyptiens quittent Moscou demain. Ils y ont appris que M. Brejnev remettait à une date ultérieure le voyage qu'il projetait de faire au Moyen-Orient dans une quinzaine de jours. Les listes électorales seront closes demain en France. Les nouveaux électeurs, en très grande majorité des jeunes, ne paraissent pas avoir été très pressés de se faire inscrire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les catastrophes pleuvent, si je puis m'exprimer ainsi. Le bilan du tremblement de terre qui a ravagé le nord du Pakistan est terriblement lourd. 5000 morts et 15 000 blessés. Des dizaines de villages ont été détruits, soit par le tremblement de terre lui-même, soit par des tonnes de roches qui ont ensuite dévalé des montagnes. C'est l'un des séismes les plus meurtriers survenus dans le monde depuis 5 ans. Le plus effroyable tremblement de terre a été celui d'il y a 4 ans au Pérou, sur la côte pacifique. Il avait fait 66 000 morts. Ce sont des chiffres devant lesquels on est stupéfié et horrifié. À Liévin, demain matin, sur le parvis de la mairie, obsèques officielles de 31 mineurs parmi ceux qui ont péri vendredi matin. Les familles de 11 autres victimes ont fait procéder ou feront procéder à des obsèques privées, à Liévin ou dans les communes environnantes. M. Chirac, qui rentre tout exprès de Dakar, présidera demain la cérémonie officielle. Pendant que Liévin se prépare pour cette cérémonie infiniment douloureuse, 4 enquêtes ont repris, ont continué sur l'origine de la tragédie, celle des houillères, celle du service des mines demandée par le ministère de l'Industrie, celle du juge Pascal sur le plan judiciaire et l'enquête officielle des syndicats. Le système demeure pour le moment d'autant, le mystère, demeure pour le moment d'autant plus épais que les premières constatations semblent montrer que la déflagration elle-même, vendredi matin, n'a pas été d'une violence extrême. Elle a, pense-t-on, provoqué plusieurs explosions secondaires dans des directions opposées. Voici des images qui nous viennent de Liévin. Liévin, dimanche. Durant toute la journée, cette petite cité minière et tout le bassin du Nord-Pas-de-Calais ont rendu hommage aux victimes de la catastrophe de la fosse numéro 3. Depuis le matin, tous les habitants des corons, des amis, des parents se sont succédés pour se recueillir devant les 42 cercueils alignés côte à côte. Une chapelle ardente a été dressée à l'intérieur même de l'hôtel de ville de Liévin. Cette nuit, des familles ont veillé les morts. Même scène déchirante, même recueillement, aujourd'hui, une foule émue et aussi dense qu'hier est venue s'incliner devant les dépouilles des mineurs tués dans la galerie des Six-Sillons. Pour respecter la volonté des familles, 11 mineurs auront des obsèques privées. Les funérailles officielles pour les 31 autres victimes de ce drame auront lieu demain matin à partir de 10 h à Liévin. Le Premier ministre, Jacques Chirac, sera présent à cette cérémonie. En signe de deuil, les drapeaux seront mis en berne. À Liévin même, les commerçants baisseront leur rideau de fer pendant toute la matinée et le travail cessera dans toutes les houillères du bassin pour 24 heures. Ce matin, à Grenay, près de Liévin, des mineurs en tenue de travail ont porté jusqu'à sa dernière demeure l'un de leurs camarades mort à la fosse numéro 3. Beaucoup de monde, toute la famille bien sûr, et les compagnons de travail, ceux avec qui l'on descendait tous les matins pour effectuer un travail pénible dans des conditions difficiles et dangereuses. Une cérémonie toute simple, empreinte d'une grande émotion, où l'on ressentait vivement la forte solidarité des gueules noires. Même sentiment à Bully-les-Mines, où un millier de personnes ont assisté à l'enterrement d'une autre victime de cette catastrophe. Madame. Cet après-midi, le juge Pascal, chargé de l'enquête, et 2 experts sont descendus à moins 710 mètres
pour procéder à des constatations sur place et tenter de déterminer les raisons de l'accident et éventuellement les responsabilités humaines, au sujet desquelles les syndicats, entre autres, ont annoncé l'extrême vigilance avec laquelle ils suivront le développement de l'enquête. Au Nicaragua, dans la capitale Managua, le dénouement est arrivé. Après 3 jours de négociations, le gouvernement nicaraguayen a accepté les conditions posées par le commando révolutionnaire qui détenait depuis vendredi et plusieurs autres personnalités, dont le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères et 2 ambassadeurs accrédités au Nicaragua. Le commando s'est envolé il y a 1 heure environ pour Cuba. Il emmène avec lui, outre les otages, une vingtaine de prisonniers libérés et une très forte somme d'argent. France, les prix de détail ont augmenté de moins de 1% pour novembre, 0,9% pour être précis, c'est-à-dire sensiblement moins qu'en octobre, où ils avaient grimpé de 1,2%. C'est le plus faible pourcentage de l'année, à part celui du mois d'août, qui avait été de 0,8%. La hausse en novembre reflète surtout les relèvements décidés dans les pays du marché commun pour certains produits alimentaires. M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Économie et des Finances, estime que le premier objectif qu'il s'était fixé dans ce domaine a été atteint, ramener la hausse des prix en dessous de 1% avant la fin de la présente année 1974. Premier responsable de la hausse des prix en novembre, les produits alimentaires. Ils ont augmenté de 1% pendant ce seul mois. C'est là la conséquence directe du récent relèvement des prix agricoles du marché commun, en particulier en ce qui concerne le beurre, les pâtes et le sucre. Net ralentissement des produits manufacturés. Leurs prix ont augmenté de 0,9% contre 1,3% en octobre. Enfin, progrès plus important des services, 0,6% en novembre, soit 1% de moins qu'en octobre. Dans l'ensemble, la hausse des prix de détail s'est donc ralentie. Sur ce graphique, les différents indices, depuis janvier, la tendance est bien à la baisse. Dès janvier, plusieurs hausses vont cependant intervenir. Elles toucheront principalement les produits énergétiques, comme l'essence, les fioul industriels et domestiques, des hausses également sur les tarifs publics, comme ceux du gaz et de l'électricité. Mais selon Jean-Pierre Fourcade, le ministre de l'Économie et des Finances, ces augmentations n'empêcheront pas la poursuite du ralentissement de la hausse des prix. Le mois de décembre et le mois de janvier marqueront des indices d'une importance à peu près comparable. Peut-être un peu moins pour décembre et un peu plus pour janvier, puisqu'en janvier nous sommes obligés de faire quelques opérations de relèvement des tarifs des produits énergétiques, pour des raisons que chacun comprend. Mais je pense qu'à partir de février et de mars, nous devrions enregistrer une nouvelle tendance à la réduction de ce taux d'inflation, de manière à respecter notre hypothèse de 1975, qui prévoit, comme vous le savez, un glissement des prix de détail de janvier à décembre de 8%. Nous étions au-delà de 16% au mois de juin, nous sommes à l'heure actuelle aux environs de 12%, notre objectif est d'arriver à 8%, nous avons donc fait la moitié du chemin, c'était peut-être, me dira-t-on, la partie la plus facile, il nous reste donc à faire la deuxième moitié, et c'est pour ça que, comme vous le savez, j'ai été amené à prendre quelques décisions sur les restaurants ou sur l'ensemble du commerce à partir du 1er janvier, de manière à faciliter cette décroissance du rythme d'inflation et ce retour de la France dans le petit peloton des pays qui ont été capables de maîtriser leur inflation. Beaucoup de gens, en particulier les chefs d'entreprise, réclament une relance de l'économie française. Alors vous semble-t-elle possible maintenant? Eh bien, nous pensons que d'abord les résultats d'un mois sont trop fragiles, vous l'avez dit vous-même, pour déterminer une relance. Nous pensons d'autre part que, et c'est l'élément le plus important, que le budget que le Parlement a bien voulu adopter comporte en lui-même un certain nombre d'éléments de maintien de l'activité. Notre objectif, en effet, n'est pas du tout d'arriver à un nombre de chômeurs très fort ou un arrêt complet de l'activité. Et les dotations budgétaires qui sont ouvertes en 1975 prévoient le maintien d'une activité importante. Et notre activité en 1975 aura 3 moteurs. Premier moteur, le développement d'équipements collectifs pour lesquels le budget a prévu des chiffres importants en matière d'hôpitaux, en matière de logement, en matière de transport. Deuxième moteur, l'exportation. Et vous savez que grâce à l'activité de tout le gouvernement, les contrats industriels que nous avons obtenus à l'exportation sont très importants et nous permettront de pouvoir continuer à développer notre activité économique par des ventes à l'extérieur en 1975. Et en troisième lieu, nous pensons que la consommation des ménages
bien qu'en étant un peu plus faible que cette année, continuera à augmenter, et sur des bases qui permettront une activité économique raisonnable, à un taux de l'ordre de 4%, qui est celui que nous avons mis dans nos prévisions pour 1975. Toutes les mairies de France sont prêtes à accueillir les électeurs qui attendent traditionnellement le dernier jour pour s'inscrire. Après l'abaissement de l'âge du droit de vote, on s'attendait à un rush des jeunes. On a été déçus. Sur quelques 2 500 000 jeunes gens qui pouvaient accéder aux urnes, ils ne seront guère plus d'un tiers à s'être fait inscrire. Il faudra attendre le mois de mars prochain pour connaître les chiffres avec précision. Voilà, vous recevez vos cartes l'année prochaine. Les formalités sont pourtant simples. Il suffit d'une pièce d'identité avec une photo ou d'un livret de famille et d'une justification de domicile. Celle-ci, dans certains cas, pouvant être remplacée par une attestation sur l'honneur. À souligner qu'il n'y a pas d'élection prévue cette année et donc pas de motivation. Je dois dire que ça ne m'intéresse pas particulièrement. On m'a dit qu'il était bon de m'inscrire, alors je l'ai fait. Beaucoup de gens dans mon entourage qui s'inscrivent pas. Pourquoi? Parce que, je sais pas, peut-être par une certaine fainéantise, parce qu'ils savent pas très bien, où aller. Ils sont révoltés contre ce qui se passe, mais en même temps, quand on leur propose quelque chose et qu'ils veulent vraiment parler, souvent ils voient quelque chose d'assez fermé, alors ils votent pas. Mais je pense que maintenant, il faut quand même voter. Attention, les listes seront closes demain à 18 h. On ne les rouvrira qu'en septembre prochain pour la prochaine révision annuelle. Banque, dernier délai demain midi pour vos ultimes opérations de l'année, réouverture le jeudi 2. Bureau de poste, ouvert le 1er janvier de 8 h à midi dans les chefs-lieux de département. À Paris restent ouverts sans interruption le bureau de la rue du Louvre et celui de l'aérogare d'Orly-Sud. Comme tous les transports en commun en France, le métro tournera le 1er janvier au rythme du service réduit des jours de fête. Aérogare, une permanence téléphonique, pour Paris 3 numéros. Pharmacie. À Paris et dans les chefs-lieux de département, permanence de jour comme de nuit. Enfin, les grands magasins, ils seront tous fermés le jour de l'an. L'or continue à monter, 2 raisons principales à cela. Primo, dans quelques jours, les citoyens américains pourront acheter librement de l'or ou en vendre, ce qui leur était interdit depuis plus de 40 ans. Le métal sera coté plusieurs fois par jour à New York et à Chicago. Deuxième raison, les banques centrales des pays européens sont sur le point de revaloriser leur stock d'or, conformément à l'accord conclu l'autre jour à la Martinique entre les présidents Giscard d'Estaing et Gerald Ford. Proche-Orient, l'hebdomadaire américain Newsweek croit savoir que des contacts secrets auraient eu lieu il y a quelque temps à Prague, en Tchécoslovaquie et à Paris, entre représentants d'Israël et ceux de l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, et ce dans le but de déterminer s'il était possible de commencer des discussions concrètes. Ces contacts n'auraient abouti à rien. On disait ce matin dans les milieux gouvernementaux de Tel Aviv n'être absolument pas au courant que de tels contacts auraient pu avoir lieu. M. Brejnev prévoyait de faire un voyage au Proche-Orient vers la mi-janvier, Égypte, Syrie, Irak. Or, il paraît maintenant certain que ce voyage n'aura pas lieu. Il est reporté à une date ultérieure, on ignore d'ailleurs à quand. Ces informations se font jour au moment où 2 membres importants du gouvernement égyptien terminent une visite de 72 heures à Moscou, qu'ils quittent demain. On peut se demander si une crise n'a pas éclaté dans les relations entre l'Égypte et l'URSS, ou tout au moins un désaccord. La presse soviétique ne fournissant aucun détail, il est difficile de donner les raisons exactes de l'annulation du voyage. Égyptiens et soviétiques étaient sur le point de se réconcilier le 14 janvier prochain, au cours de la visite officielle que devait effectuer Léonid Brejnev. Tout donne à penser qu'il faudra encore attendre quelques semaines. Sans avoir été invité au Kremlin, Ismail Fahmy, le ministre des Affaires étrangères du président Sadat, et le général Gamassi, à peine nommé ministre de la guerre, sont arrivés à Moscou. Ils ont été reçus par Léonid Brejnev lui-même, hier dimanche. Et quand on sait que le secrétaire général du Parti communiste soviétique ne reçoit pas le dimanche, cette entorse aux habitudes est significative. La raison de cette visite surprise, la demande d'explication transmise par l'ambassade soviétique au Caire à la suite d'un récent discours du président Sadat, affirmant que l'ère des conseillers soviétiques en Égypte était à jamais révolue.
Voilà l'illustration, une fois encore, de la politique d'équilibre que veut avoir le président Sadat. Ami, oui, mais avec des réserves. Bien sûr, depuis que les conseillers soviétiques ont été chassés du Caire en 1972, les relations entre les deux capitales ne se sont pas améliorées. Les remontrances adressées par Sadat aux soviétiques au lendemain de la guerre d'octobre sur leur lenteur à approvisionner l'armée égyptienne, les embrassades Sadat-Kissinger, la triomphale visite de l'américain Nixon au Caire sont quelques étapes de la dégradation des rapports entre Égyptiens et Soviétiques. Mais les espoirs placés en Kissinger n'ont pas dépassé le stade du rêve. Et puis, les Syriens reçoivent de Moscou des armes sophistiquées qui font bien envie à l'armée égyptienne. Mais Moscou, qui souhaite plus que jamais retrouver son influence dans le monde arabe, veut des assurances et veut aussi que ces armes soient accompagnées de conseillers. À ces divergences, il faut ajouter les visites que doivent faire prochainement le Shah d'Iran et le roi Faisal d'Arabie. Tous deux ne souhaitent pas le retour de l'influence de Moscou. Ils pourraient fournir à l'Égypte une contrepartie intéressante aux propositions soviétiques. Voilà qui intéresse sûrement le président Sadat, d'autant qu'il pourrait alors parler plus fort et ne pas être considéré par Moscou comme son obligé. Grande-Bretagne, l'année 1975 sera très très difficile, a dit le Premier ministre, M. Harold Wilson, hier soir à la BBC. Mais ceux qui croient pouvoir conclure que c'est la fin de notre pays, a dit M. Wilson, eh bien ils sont fort loin du compte. Parmi les difficultés du Premier ministre, il y en a d'ordre politique. L'aile gauche du Parti travailliste, dont il est le chef, lance en cette fin d'année de nouvelles attaques assez vigoureuses contre le maintien du Royaume-Uni au sein de la communauté économique européenne. Et sur le plan économique, la firme automobile Aston Martin a fermé ses portes et Chrysler, Angleterre, doit réduire sa production et son personnel tout en démentant qu'il puisse s'agir de cessation d'activité. La crise économique empire de jour en jour. De plus en plus d'entreprises débauchent et les banqueroutes vont être nombreuses. Les automobilistes voient une nouvelle fois le prix de l'essence augmenter et plus que jamais, on redoute les attentats à la bombe. Le plus déprimant dans cet énoncé pour les Anglais est qu'il s'agit du même formulé par les journaux il y a un an dans leurs prévisions pour l'année 74. 12 mois de crise annoncée, 12 longs mois sombres et désastreux au bout du compte. Les spécialistes ne s'étaient pas trompés. L'année 74 a commencé ici avec la journée de 3 jours et la décision en février d'Edward Heath de laisser aux élections le soin de décider qui doit gouverner. Les électeurs ont répondu timidement les travaillistes. Trop timidement, car 7 mois plus tard, les Anglais retournaient devant les urnes, et cette fois Harold Wilson voyait sa majorité consolidée et ainsi battait un record de longévité au poste de Premier ministre. Quant à son principal adversaire, Edward Heath, il éprouve beaucoup de difficultés à revenir au premier plan. Mais une des facultés des hommes politiques n'est-elle pas de pouvoir mourir plusieurs fois? Sur le plan économique, la situation n'a pas cessé de se dégrader. Et aujourd'hui, pour la résoudre, les différentes tendances au sein du Parti travailliste s'affrontent. Ainsi peut-on imaginer que 75 verra une scission au sein du parti majoritaire qui conduirait à l'élaboration d'un gouvernement de coalition. Le référendum sur le marché commun, s'il a lieu, pourrait servir de détonateur. Quant à l'Irlande du Nord, les espoirs du début de l'année ont laissé la place au sentiment habituel d'impuissance. Cette guerre civile larvée a fait cette année plus de 200 morts et le territoire anglais est aujourd'hui une cible pour les hommes de l'IRA. Les récents attentats à Londres et à Birmingham le démontrent. Alors dans quel domaine peut-on se montrer optimiste? Les journalistes anglais affirment la presse. Mais n'est-ce pas là l'assurance de survie de toute démocratie? Une dépêche de 19h55, elle vient du Nicaragua, les 13 otages qui avaient été emmenés par le commando ont été libérés avant le départ de celui-ci, avant l'envol de l'avion. Pierre Freinet, eh bien l'état de santé du grand acteur est stationnaire, indiquait-on aujourd'hui à l'hôpital américain de Neuilly, où le comédien est hospitalisé depuis une douzaine de jours pour une grave maladie. L'état de Pierre Freinet, qui est âgé de 77 ans et qui s'était brusquement aggravé le jour de Noël, ne s'est pas amélioré depuis. À Paris, dans le 8e arrondissement, vol de 47 toiles de maître au préjudice d'un architecte américain, M. Jacques Cartier, qui porte le nom et le prénom du découvreur du Canada. Parmi les tableaux, un Picasso, un Corot, un Gauguin, un Dufy et plusieurs Daumier. On soupçonne un familier de la maison car les portes de l'appartement n'ont pas été fracturées. Valeur 5 millions de francs actuels, c'est-à-dire un demi-milliard d'anciens francs. Symphonie, le satellite franco-allemand de télécommunications, semble aller très bien,
Les premiers essais techniques ont été effectués au cours du week-end au Centre national d'études spatiales. Les stations de Plumeur-Boudou en Bretagne et de Reising en Allemagne ont déjà échangé des images, donc avant même la date qui était fixée pour cette opération, et le ministre de l'Industrie et de la Recherche scientifique, Michel Dornano, a envoyé un télégramme aux responsables disant que ce succès est l'aboutissement d'une coopération franco-allemande exemplaire. L'année 74 en images, des réflexions sur l'année qui se termine, des interrogations et peut-être des réponses à propos de 1975. Ce soir à 21h30, 24 heures sur la une vous présente une rétroprospective, une émission sur tous les grands événements de l'année préparée par Maurice Bruzek et Thierry de Citivo. « 24 heures sur la une présente ce soir à 21h30 Rétroprospective 74, une réflexion sur les événements et les hommes. Notre vie en 1974 a été jalonnée de faits qui apparemment n'ont aucun lien les uns avec les autres. Et pourtant, à l'heure du bilan, tout semble se tenir et chacun d'entre nous doit se sentir concerné. 5 hommes nous livrent leurs réflexions sur 1974. Un juriste, Georges Vedel, sur les jeux de la démocratie. Les crises, par Raymond Aron, éditorialiste et économiste. Avec Louis Pauwels, écrivain, les mœurs de notre société. L'avenir de la Terre, avec Robert Jung, futurologue. La Terre perd-elle la Terre? Enfin, l'échelle des valeurs par Amadou Mbo, directeur général de l'UNESCO. Rétroprospective 74, diffusion tout à l'heure sur notre chaîne, juste après le feuilleton La Cloche tibétaine. Je ne présenterai plus le journal télévisé avant l'année prochaine, le 2 janvier. C'est donc avec 30 heures d'avance que je vous souhaite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une très bonne et très heureuse année 1975. Je vous souhaite également une bonne soirée en attendant 24 heures dernières. Bonsoir. Merci.